Pour créer des super-héros légendaires, les scénaristes et dessinateurs de comics se sont toujours basés sur le monde réel, aussi bien pour définir la personnalité charismatique de leurs personnages que leur physique plus qu'attrayant, en n'hésitant pas, bien entendu, à piocher du côté des chanteurs, des entrepreneurs ou encore des acteurs reconnus. Et ces figures historiques, qui sont pour la plupart issues du grand public, sont aujourd'hui indissociables des super-héros qu'on connaît. Exemple, si je vous disais que Wolverine ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'un des plus grands cowboys du cinéma hollywoodien, ou encore qu'il existait un lien improbable entre Captain Marvel et Christian Bale, que vous devez connaître pour son rôle de Gore dans Thor 4, ou principalement pour son interprétation de Batman dans la trilogie de Nolan, pas sûr que vous me croiriez les guys. Et pourtant, il y en a plein des liens exceptionnels comme ceux que je viens de vous teaser. Je vais arrêter de vous faire patienter plus longtemps, on va plonger tous ensemble dans le cerveau des super-héros de Marvel pour découvrir quelles personnes connues ils ont pompé, sans mauvais jeu de mots, bande de coquinous, pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et pour ça, je vais avoir besoin de Charles Xavier et de son équipement iconique, le légendaire Cerebro. Waouh, je suis en connexion directe avec l'esprit du mutant griffu Wolverine. Merci professeur, ce personnage légendaire interprété pendant des années par Hugh Jackman a fait plus que marquer les esprits alors qu'il aurait bien pu disparaître à jamais des pages de comics et donc ne jamais voir le jour au cinéma. No, God, please, no, no! Revenons aux bases. Wolverine fait sa première apparition officielle dans The Incredible Hulk numéro 181 dans lequel notre bon Logan part en combat sanglant contre le géant de jade Hulk. Bon, il avait fait un petit caméo dans le numéro 180 de la même série, mais ce n'est pas le plus important. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le petit père avec son outfit full jaune n'avait au début aucune ressemblance avec une personne connue X ou Y. Il devait d'ailleurs juste être un ennemi jetable de Hulk, un peu comme la majorité des méchants de comics de cette époque. Si je vous parle des antagonistes Beast, Xenmu ou encore Tyrannus, pas sûr que vous en connaissiez un seul. Pour tout vous dire, moi-même je n'en connaissais aucun avant de faire mes recherches. Bref, l'histoire vous la connaissez au final, les années sont passées, Wolverine a été conservé et a même rejoint l'équipe des X-Men. Sauf que les artistes travaillant sur la série éponyme, Chris Claremont, le scénariste, et Dave Cockrum, le dessinateur, ne le considéraient pas du tout comme étant indispensable par rapport à ses autres camarades de l'équipe X. Et donc Logan était souvent mis de côté. Claremont a donc pensé naturellement à dégager le Canadien, mais au même moment, le dessinateur a été remplacé, goodbye Cockrum et bonjour John Byrne. Le nouvel illustrateur, canadien lui aussi, ne pouvait pas laisser son compatriote disparaître des pages des X-Men. Impensable. Ils ont donc décidé de le conserver en fin de compte, et Byrne en a profité pour lui donner une identité propre et des traits du visage lui venant tout droit de son imaginaire. Enfin plus ou moins, vu que comme je vous l'ai dit, on parle dans cette vidéo des personnes réelles qui ont inspiré les super-héros de Marvel, et non pas de Choupi et l'âme trop qui auraient pu inspirer Wolverine, bien que ce ne soit pas du tout le cas d'ailleurs. Ce qui a donné le carré design que voici. Le visage ne vous dit rien? C'est normal, parce que John Byrne s'est basé sur un personnage de film qui est apparu à peine 5 minutes à l'écran selon lui. Et cet individu, c'est le Dr Hook, interprété par Paul D'Amato. On peut le voir dans un film de hockey sorti en 1977 intitulé Slapshot. Je vais quand même vous donner le titre du long métrage en français parce qu'il me semble vachement symbolique. Il s'appelle, attention, roulement de tambour, La Castagne, un film de vrai bonhomme comme son nom l'indique. Mince, je me suis fait un petit peu mal à la voix et je vais arrêter de faire le malin parce que vraiment les voix de dur à cuire, comme diraient nos personnages de dessins animés favoris, ne me vont pas du tout. Mais revenons à Paul D'Amato. On dirait un copier-coller du Logan des comics. Même l'attitude de Dr Hook dans le film semble être celle de Wolverine. Le mec casse des bouches sur le terrain de hockey et n'a même pas peur de frapper l'arbitre. Pas le faire chier, moi je vous le dis. Mais bon, ça c'était il y a près de 50 ans et vous vous doutez bien que le style de Wolverine a bien évolué au cours des années qui sont passées et en fonction des artistes qui l'ont dessiné. Ici, c'est surtout la version de Frank Miller qui va nous intéresser. Petit aparté si vous ne le connaissez pas, ce vieux monsieur, honte à vous déjà d'ailleurs si vous ne le connaissez pas parce que le mec il est légendaire. Il est légendaire, vous allez voir, car sans lui, on n'aurait pas eu Batman Begins, le Daredevil de Netflix ou encore 300. Vu que le gars c'est l'un des auteurs de comics les plus réputés du monde entier, donc je vous invite déjà à regarder ou lire un petit peu ce qu'il a fait parce que c'est quand même super intéressant. Au cours de ces jeunes années, monsieur Miller s'est occupé de la première mini-série Wolverine sortie en 1982. Et la couverture du premier numéro a fait beaucoup parler. Avec ce que vous voyez à l'écran, vous ne devez pas forcément voir de quoi je parle, mais quand je vais vous le dire, vous allez voir que la ressemblance est plutôt frappante. En effet, beaucoup de fans pensaient à l'époque que le Logan de Miller était pompé, et je ne pèse pas mes mots, sur le visage de Clint Eastwood. Même si ça n'a jamais été officiellement confirmé par l'auteur, je n'ai pas réussi à trouver l'information, désolé, ne me critiquez pas s'il vous plaît. C'est vrai que quand je regarde bien ces deux petites images, je ne peux que me dire qu'ils ont un sacré petit air de famille. Et au-delà du physique, même la personnalité de l'arme X s'est énormément inspirée de certains anti-héros interprétés au cinéma par Mr. Eastwood, dont l'inspecteur de police Harry Callahan de la série de films Dirty Harry, débutée en 70, et le chasseur de primes, l'homme sans nom des westerns de Sergio Leone, composé des films sortis dans les années 60, le premier pour une poignée de dollars, le second est pour quelques dollars de plus, et le troisième, le bon
la brute et le truand. Vous avez dû finir la phrase avec moi, je vous connais bien, vous avez de la culture. Cette représentation de la mentalité de Logan a été révolutionnaire pour le perso, tellement que cette personnalité lui colle encore à la peau aujourd'hui. Et elle a même servi de base solide pour Hugh Jackman. Oui, on va enfin parler de l'un de vos acteurs favoris qui, lorsqu'il a commencé à travailler son acting pour interpréter Wolverine au mieux, a regardé le film post-apo Mad Max 2 avec Mel Gibson, ainsi qu'un certain film avec Clint Eastwood dedans, l'inspecteur Harry. La boucle est bouclée, on peut le dire. Et d'ailleurs, pendant ces jeunes années, notre Logan international, à l'époque où ses griffes n'étaient pas encore en adamantium mais en os humain, a fait partie de l'armée et a combattu dans bon nombre de guerres. Mais c'est une en particulier qui va nous intéresser, la Seconde Guerre mondiale, où Logan se battait aux côtés du chef du Shield, Nick Fury. En effet, Logan a servi sous les ordres de Fury au sein de son Holy Commando, a.k.a. le commando hurlant au cours de la guerre. Vous avez pu entre autres voir ce groupe armé dans le Marvel Cinematic Universe, avec notamment Captain America et Bucky Barnes dans leur rang. Mais dans cette version du Holy Commando présente dans la série d'animation Avengers Earth's Mightiest Heroes, que je ne peux que vous conseiller de regarder parce que là, vraiment la série d'animation est folle. Et moi je me l'étais enchaîné lors d'un été, mais peu importe, c'est ma petite vie. Et donc dans cette série, le soldat Logan était aux côtés de Steve Rogers sous les ordres de, non pas de Nick, oui, je vous ai un peu menti, ne me jetez rien à la gueule, mais aux côtés de son père, Jack Fury. Bon, c'était une manière un peu compliquée de vous dire qu'on va parler tout de suite du fils de Jack Fury, son enfant bien-aimé Nicholas, version originelle, c'est-à-dire le Nick Fury blanc. Oui, vous ne rêvez pas, lors de la création du perso en 63, dans les pages de Sergeant Fury and His Howling Commandos, Stan Lee et Jack Kirby ont créé Fury en tant qu'homme caucasien. Le leader du Shield a même eu la chance, avant son apparition dans le MCU, d'avoir son propre film en 1998, avec dans le rôle titre David Hasselhoff. Nick Fury, Agent of Shield, le titre du long métrage, devait même donner naissance à une série. Mais les retours ont été tellement éclatés que le plan est tombé à l'eau. Et puis pas grave, parce que cette version de Fury ne s'est pas basée sur des personnes réelles très connues. Donc on ne va pas en parler plus longtemps que ça. Et puis ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le Nick Fury incontournable qu'on connaît bien aujourd'hui, le Nick Fury noir, qui a bel et bien existé d'ailleurs dans les comics, dans un autre univers appelé Ultimate. Cet univers-là a été créé au début des années 2000 pour réimaginer et moderniser les personnages qui existaient depuis près de 40 ans. Parce que bon, les Spider-Man, Iron Man & Co, ils avaient déjà plus de 40 ans en termes de publication, ça commençait à être un peu compliqué de suivre toute l'histoire des comics. Et en plus de cela, information intéressante, c'est cet univers-là qui a énormément inspiré le développement du film Avengers de 2012. Et c'est donc dans ces comics éponymes qu'on a eu cette autre version de Nick Fury. Et là, vous devez vous dire, mais Ludo, c'est un plagiat total du Nick Fury des films Marvel là. Et vous n'avez pas tout à fait tort, car les auteurs Mark Millar et Brian Hitch voulaient que leur Nick Fury soit bien différent de la version principale et qu'il soit la réplique exacte de Samuel L. Jackson. Sauf que les deux loupards n'ont même pas consulté le principal concerné, Samuel L. Jackson, qui racontera des années plus tard cette petite anecdote. Où Jackson rentre un jour dans un comic shop et voit sa tête sur un comics. Il a été extrêmement surpris, comme vous vous en doutez, et il a mandaté ses agents pour qu'il contacte Marvel. Ces derniers lui ont fait 1000 excuses et lui ont promis qu'un jour il interprétera Fury au cinéma. Et des années plus tard, boum, on retrouve Fury à la fin d'Iron Man, informant Tony Stark qu'il n'était pas le seul héros sur Terre. Masterclass si vous voulez mon avis. Parce que ça reste quand même assez fou de se dire que la personne qui a inspiré la création, ou ici la réinvention d'un personnage, puisse ensuite l'interpréter. Et vu que chez Marvel, ils aiment bien que les personnages de leurs comics ressemblent aux personnes qui les interprètent au cinéma, ils se sont donc dit dans les comics, autant remplacer le Nick Fury blanc par un autre type de Nick Fury, un Nick Fury métis. Bon, je pense qu'il est clair qu'il faut que j'arrête avec ce genre de surnom parce que bon voilà, je ne suis pas le meilleur. Nick Fury blanc, Nick Fury noir, Nick Fury métis, on s'adapte. J'espère que vous validez quand même les surnoms, dites-le dans les commentaires. Mais bon, pour revenir au Nick Fury métis, c'était un fils caché du Nick Fury blanc qu'on nous a dévoilé bizarrement au même moment où allait sortir le film Avengers au cinéma, histoire que tout corresponde bien. Et comme vous le voyez, il y a le Nick Fury Ultimate, Nick Fury de l'univers principal, du coup le Nick Fury métis, et le Nick Fury des films, et autant dire que bah ils ont tous un petit air de famille quoi. En tout cas, on peut aussi retenir que notre bon Nick Fury, enfin du moins le blanc, se sera vraiment battu aux côtés de Captain America lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aux côtés de son fidèle compagnon Bucky Barnes, qui sera amené à devenir plus tard le Winter Soldier. Et on va parler quand même de ce petit Winter Soldier, ou plutôt du moment où il n'était pas encore une machine de guerre russe, prête à éliminer quiconque se mettrait en travers de son chemin, ou plutôt celui de l'Hydra. Bien qu'entre temps il se soit repenti et soit devenu un super-héros apprécié de tous, parce que bon, le grand public l'a découvert au sein de Captain America First Avenger, où il se battait en collaboration avec Steve. Et Sebastian Stan, son interprète, était quand même bien bâti pour un soldat. Mais dans les comics, c'est totalement différent. Lors de sa création, c'était un petit jeune qui était le sidekick de Captain America, un peu à l'image de Robin pour Batman, si vous voyez un petit peu le délire. Mais c'est donc surtout son style lorsqu'il était jeune qui a été inspiré d'une personne réelle. Ici, pas d'acteur, de journaliste ou de big entrepreneur, c'est en fait un ami très athlétique de son co-créateur Joe Simon qui aura servi de matière première pour Bucky. Son nom,
Bucky Pearson, un jeune homme qui admirait énormément Simmons lorsqu'il était au lycée, car ce dernier était très athlétique et membre de l'équipe de basket de son école. Autant dire que même des petites stars à notre échelle peuvent devenir des personnes reconnues ou du moins inspirées des personnages qui le seront bien plus tard. Je me demande d'ailleurs si un de mes petits potes artistes se servira de mon image pour créer un personnage exceptionnel. Enfin bon, pourquoi se poser la question? C'est sûr que ça va arriver un jour ou l'autre. Ludoverse à la conquête de l'Ouest. Bucky en tout cas aura su au cours de sa petite existence faire amende honorable et se sera battu à nouveau aux côtés de Captain America pour sauver le monde. Et même s'il a été considéré pendant très longtemps comme une machine à tuer, c'est loin d'être le cas de son meilleur ami Steve, le Captain. Il a beaucoup de fans qui le respectent dans les mondes de Marvel, dont un qui adore faire chier notre tisseur de toile préféré. Je parle bien entendu du patron du Daily Bugle, Jonah Jameson. Triple G, c'est le personnage qu'on adore détester depuis les films Spider-Man de Sam Raimi, ou même bien avant pour certains grâce à ses différentes itérations. Mais celle qui a dû le plus marquer les esprits est bien entendu celle de son interprète infatigable, J.K. Simmons. Le personnage a presque le même âge que Spider-Man et ont été créés en 1963 par les iconiques Stan Lee et Steve Ditko. Et à l'époque, au-delà du fait qu'il était caractérisé comme la peste pour Spidey, d'autres de ses caractéristiques ont fait pas mal débat quant aux inspirations qui ont été prises pour créer le personnage. Bah oui, si vous le regardez bien, on peut voir une certaine ressemblance avec un ancien dictateur allemand, Adolf Hitler. Le dirigeant du Troisième Reich a effectivement été l'inspiration principale pour créer J. Jonah Jameson, moyen pour les auteurs de lui rendre hommage bien entendu. Stop! Je pense que vous avez compris, je plaisante, jamais les auteurs n'ont pris cette pourriture comme inspiration pour dépeindre Jonah. Cette rumeur vient plus des débats qui ont circulé pendant très longtemps à cause de la moustache très reconnaissable du patron du Bugle. Et ça ne pouvait pas forcément nous poser problème à nous spectateurs, étant donné que la version de Raimi n'avait pas du tout ce type de moustache. Et c'est normal, car à un moment Jonah a décidé d'en changer. Et cela à cause d'une rencontre improbable entre lui et Captain America. Je vous explique ça tout de suite. Cette petite anecdote, encore une, a été dévoilée dans le numéro 10 de la série de comics Spidey, où Captain et Spider-Man font équipe. Dans ce dernier, on voit que Peter passe par une phase pas vraiment facile, où il en a marre d'être traîné dans la boue par le Daily Bugle et Jameson sans aucune raison. Après avoir mis à mal avec Captain America des vilains dont la tête pensante MODOK, pas cette bouse venant d'Ant-Man 3, oubliez-la s'il vous plaît, mais le vrai, Rogers est tombé sur un énième journal du Daily Bugle racontant leur petite épopée. Mais comme vous vous en doutez, cet énième papier était peu élogieux pour Spider-Man. Steve a donc décidé d'aller rendre une petite visite dans les bureaux de Jonah. Frérot, tu vas me changer ton dernier gros titre parce que Spider-Man, c'est loin d'être une menace. Et tout en fixant sa grosse moustache en brosse à dents, il ajoutera « Moi je sais à quoi ressemble une vraie menace ». Fin du numéro, Jonah publie un nouveau journal où il est écrit que Spider-Man et Captain America ont sauvé la ville ensemble. Et dernière case, on voit Jonah énervé avec sa moustache rasée. Bim dans la tête mon pote, bim dans la tête. Mais donc de qui se sont vraiment inspirés les artistes pour dépeindre J. Jonah Jameson? Eh bien, ça va peut-être vous paraître fou, et ils se sont inspirés de Stan Lee lui-même. Stan Lee dira même que Jameson était une version exagérée de lui-même, en mode si c'était un homme grognon et irritable, ce serait lui. Cependant, et là c'est un peu chaud quand même, parce que des collègues qui ont ensuite travaillé sur les séries Spider-Man et donc sur le personnage de Jonah n'était pas totalement de cet avis. Pour Tom DeFalco, auteur qui a beaucoup travaillé sur Spidey, et Jerry Conway, co-créateur accessoirement du Punisher et scénariste de la mort de Gwen Stacy, on ne t'oubliera pas bébou, ont tous deux dit que J. Jonah Jameson n'était non pas une version exagérée de Stan Lee, mais sa copie conforme. Oula, j'avoue que si on me disait que j'étais autant de mauvaise foi que Jameson, j'avoue que je le prendrais un tant soit peu mal. Conway dira même que lorsqu'il écrivait sur le journaliste, il entendait la voix de Stan Lee dans sa tête, et aura même à un moment rédigé un dialogue basé à 100% sur ce qu'avait déjà dit Stan Lee. Bon, avec de tels propos, vous vous doutez bien que lors d'autres interviews, Stan Lee a ajouté quelques informations en disant, ironiquement pour le citer, il était moi, il était irascible, de mauvaise humeur, stupide, il pensait qu'il était meilleur qu'il ne l'était, c'était la version que tant de gens avaient de moi de toute façon. Double coup dur. D'ailleurs, l'un des plus grands regrets de Stan, ça a été de ne pas avoir pu interpréter le personnage qu'il avait créé au cinéma. Impossible de boucler la boucle pour lui, comme l'avait fait Samuel L. Jackson avec Nick Fury. Le prétexte étant que Stan était déjà beaucoup trop vieux pour pouvoir interpréter le rôle comme il se doit. On parle bien sûr ici des films de Sam Raimi avec Tobey Maguire en Spider-Man. Mais ça n'a pas empêché celui qu'on appelle The Man de féliciter la prestation de J.K. Simmons, qu'il considère comme magnifique et au-delà de ce qu'il n'aurait jamais pu faire. Et personnellement, je ne peux que valider cette affirmation, car pour moi, et je pense aussi pour le monde entier, il n'y a qu'un seul J. Jonah Jameson, et c'est J.K. Simmons. D'ailleurs, Spider-Man n'aura pas été le seul super-héros que Jameson aura embêté au cours de sa longue carrière. En effet, une super-héroïne ayant travaillé elle aussi sous les ordres de J. Jonah Jameson, on aura aussi vu de toutes les couleurs. Pour l'identité, on me demande dans l'oreillette Carol Danvers, a.k.a. Captain Marvel. Oui,
Carol a effectivement été rédactrice en chef au sein d'une filiale du Daily Bugle appelée Woman Magazine. J. Jonah Jameson, à qui appartenait le journal, voulait que les articles soient orientés sur des sujets un peu too much comme la diète et la beauté pour les femmes. Ce à quoi Danvers n'adhérait pas du tout et elle a donc décidé d'écrire quasi exclusivement sur Miss Marvel. Attention, pas la Miss Marvel que vous connaissez grâce au film, je parle de Kamala Khan bien sûr, mais la Miss Marvel version Carol Danvers, car en 1977, c'était Carol qui avait cette identité et non pas Kamala qui n'existait même pas encore. Chacune des composantes qui définissaient la Carol Danvers de l'époque était inspirée d'une personne en particulier et de ses travaux, la féministe américaine Gloria Steinem. Très engagée, elle aura écrit énormément de papiers à vocation sociétale et politique, en traitant de différents sujets sur l'avortement, l'égalité des sexes ou encore la violence domestique. Gloria était d'ailleurs elle-même rédactrice en chef de son propre magazine nommé Miss Magazine, considéré comme un média emblématique du mouvement féministe aux États-Unis. Et même le Miss de Miss Marvel a été un clin d'œil aux travaux de cette grande dame. Et quand on voit l'apparence physique de Carol Danvers, on voit qu'elle était quasiment copié-collé du style de Gloria dans sa jeunesse. L'artiste Kelly Sue DeConnick dira même en 2012 que Carol Danvers était une sorte de fanfiction sur Gloria Steinem. Encore une fois, sacrée grande dame, on ne va pas se mentir. Mais je pense que ce qui va le plus vous choquer, au-delà du fait qu'elle ait totalement inspiré le perso de Carol Danvers, c'est comme je vous le disais en début de vidéo, qu'elle a un lien insoupçonné avec Christian Bale, le Batman de Nolan. En effet, cette dernière est tout simplement la belle-mère de Christian Bale. J'avoue que quand j'ai lu cette information, je suis tombé sur le cul, parce qu'en fait Gloria s'est mariée avec le père de Christian Bale il y a quelques années passées, et je vais vous passer les détails parce que bon, c'est pas forcément les plus intéressants, mais la plus grosse information à retenir, c'est qu'elle a un lien du coup direct avec Christian Bale. Et on peut juste dire qu'avec un tel palmarès, figure féministe iconique, maman de Captain Marvel et belle maman de Bruce Wayne, autant dire qu'elle n'a plus rien à prouver. De plus, ce n'est pas la seule personnalité qui a inspiré le personnage de Captain Marvel. Petit bond dans le temps, en 2012, où on retrouve DeConnick en pleine réinvention du personnage. Moment iconique, car c'est officiellement en 2012 justement que Carol Danvers est devenue la Captain Marvel. Au cours de son run, DeConnick a voulu centrer son histoire en grande partie sur la carrière de pilote de Carol, en mettant l'accent sur son attitude fière et son audace qui lui vient tout droit d'une personne emblématique, celle qui pour la première fois a dépassé la vitesse du son, et l'ami Yeager, le tueur de titans. Mais attends bordel, on n'est pas dans l'attaque des titans, qui m'a écrit ce script? T'es viré mon pote, t'es viré, toi aussi t'es viré, toi aussi t'es viré. Je parle donc de Chuck Yeager, pilote qui en 1947 a donc franchi la barrière du son à bord de l'avion de chasse expérimental, le Bell X-1, baptisé le Glamorous Glennis. Sacrée inspiration pour celle qui deviendra l'un des personnages les plus puissants de Marvel au cinéma. Pour donner vie à son interprétation cinématographique, Brie Larson se sera inspiré d'une autre figure historique du monde aérien, dont le brigadier général de l'United States Air Force, Johnny Leavitt. J'espère que vous n'en avez pas marre de mon accent parce qu'il est tout simplement formidable et je vais encore le faire je pense au cours de la vidéo. Madame Leavitt qui a marqué l'histoire des États-Unis en devenant la première femme pilote de chasse au sein de l'US Air Force en 1993. Brie Larson a pu la rencontrer et a passé énormément de temps avec elle pour comprendre comment une pilote marchait, parlait et se comportait au sein de l'armée, afin de pouvoir livrer la meilleure prestation possible. Même si Larson a été énormément critiqué pour son interprétation de Captain Marvel, ce qui peut bien se comprendre. Le personnage ne faisait pas grand chose pour être apprécié, on va dire. Enfin, le parcours de Captain Marvel a été pour le moins très intéressant au sein des comics et Carol Danvers a eu un bon nombre d'identités et d'affiliations. Parce que si vous ne le saviez pas, pendant un temps, notre chère Carol a même fait partie des X-Men sous son identité Binary que vous avez pu voir notamment dans la scène post-générique de The Marvels sous les traits de la maman de Monica Rambeau, aussi appelée Photon. Binary a donc été sous les ordres d'un des mutants les plus puissants du monde de Marvel, le professeur Charles Xavier. Et oui, le professeur X sous les traits de Patrick Stewart a su marquer les esprits au cours des 20 dernières années au sein des différents films de la franchise X-Men. Sa volonté, depuis sa première apparition dans les années 60, a toujours été de faire en sorte que les mutants soient intégrés dans la société et de protéger ses semblables à l'aide de son équipe de jeunes mutants, les X-Men. Leader des droits civils, ennemi de la discrimination et promoteur de la coexistence entre groupes sociaux, la personnalité de Xavier doit vous faire penser à s'y méprendre à celle d'un leader historique ayant vraiment existé. Défenseur à 100% des droits des Noirs, Martin Luther King Jr. Néanmoins, je vous arrête tout de suite, il n'a jamais été confirmé officiellement que Luther King a inspiré le personnage de Charles. Il est vrai que Stan Lee, son co-créateur, encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est basé sur des luttes sociales sévissant au sein des États-Unis pour créer sa série sur les X-Men, mais sans pour autant clairement utiliser la personnalité de certains leaders pour la transposer sur celle de Charles Xavier ou de son ami ennemi Magneto. Heureusement d'ailleurs, parce que la comparaison en fait entre Martin Luther King et Charles Xavier bien n'est pas forcément des plus avantageuses pour le King. Avant toute chose, Charles Xavier n'est pas noir. Bah ouais, logique. Enfin, c'est plutôt le fait qu'il ne le soit pas qui est un problème. Et de souvenir, il me semble pas que Luther King ait utilisé une mini-armée de jeunes
noir pour prôner le non-usage de la violence, ce qui serait un petit peu paradoxal. Enfin bon, on peut aussi se dire que Stan Lee et Jack Kirby n'ont jamais fait l'erreur de dire qu'ils se sont bel et bien basés sur cette figure iconique pour tout simplement éviter tout problème. Mais ce n'est que de la spéculation. Un autre auteur a aussi eu à gérer le personnage du professeur X et a totalement compris que l'on puisse voir un lien entre King et Xavier. Cet auteur, c'est Chris Claremont, mais dans le cadre de l'écriture de Claremont sur ces différentes séries, il considérait comme présomptueux de faire cette analogie étant un immigré blanc, ce dernier étant né en Angleterre. En revanche, il a avoué lui-même s'être basé sur des figures historiques pour définir au mieux la personnalité des leaders mutants. Ces derniers sont des anciens premiers ministres israéliens, Menachem Begin pour la personnalité d'Eric Lencher, vrai nom de Magneto, et David Ben Gurion pour Charles. Le premier a été catégorisé terroriste et a ensuite obtenu un prix Nobel de la paix 30 ans plus tard. Je vous donnerai potentiellement plus de détails dans une autre vidéo dédiée aux super méchants de Marvel. À suivre. Tandis que le second a été le premier ministre d'Israël et a été un véritable instigateur de la paix. Il a joué un rôle essentiel dans la création de l'État d'Israël en 1948, a encouragé et supervisé l'immigration juive pour aider à construire le pays et a fait en sorte d'améliorer les relations avec le reste du monde. Toutefois, que ce soit pour Martin Luther King Jr. ou David Ben Gurion, on ne peut retrouver que des similarités psychologiques avec le professeur X, parce que physiquement, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est logique parce que Lee et Kirby ne se sont pas basés sur eux pour créer le physique de Charles Xavier, mais plutôt sur un acteur star des années 50, Yul Brynner. D'origine russe, il a réussi à conquérir le marché américain en jouant dans de très grands films de l'époque. The King and I, ou Le Roi et moi en français, pour lequel il obtient l'Oscar du meilleur acteur en 56, Les 10 commandements de Cécile B. 2000, dans lequel il joue Ramsès II, le frère adoptif de Moïse, aussi appelé le sauveur du peuple hébreu, et qui aura été interprété par Charlton Heston, ou encore Westworld en 73, qui inspirera bien plus tard, en 2016, la série télévisée du même nom. En mettant Yul Brynner, le Charles Xavier des comics, et Patrick Stewart côte à côte, on voit directement d'où leur vient leur petit air de ressemblance. Gros sourcils bien touffus et un crâne aussi lisse qu'une piste de bowling. Je vais arrêter vite fait de faire malin parce que là le télépathe va me tomber dessus et je risque de passer l'arme à gauche. À moins qu'il ne fasse appel à un de ses camarades Illuminati qu'on a pu voir juste au travers de ses robots dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous l'avez compris, on enchaîne tout de suite avec Iron Man, ou plus précisément sa véritable identité, le multimilliardaire Tony Stark. Dans les années 60, le papa de Tony Stark, je vous le donne en mille, Stan Lee, voulait créer un type de personnage qui allait être détesté puis ensuite allait être ultra apprécié par la communauté fan de comics. Donc pour qu'il ne génère aucune sympathie, autant trouver une chose que détestent les gosses. Et quoi de mieux que la guerre pour faire pleurer un petit bambin. Son personnage Johnny Stark allait être en lien direct avec cette dernière et donc être un gros industrialiste et producteur d'armes pour l'armée. Et c'est vrai que lorsqu'on pense aux premières minutes où on a vu Robert Downey Jr. dans Iron Man, il n'était pas forcément des plus appréciables. Maintenant, il fallait juste trouver un gars connu qui pourrait les aider à bien définir la personnalité de Stark. En somme, un équivalent à leur création qui existerait en vrai. Et qui d'autre que l'inventeur multimilliardaire et playboy Howard Hughes pour cocher cette case. Ce gars, c'est tout simplement le vrai Tony Stark. Il a aidé les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, et il est considéré comme un des gars les plus influents et riches du monde entier, ou du moins à l'époque, bien sûr, parce qu'aujourd'hui je suis pas sûr que son influence ait encore beaucoup d'impact. À vous de me le dire, vous ferez vos recherches, c'est bon, j'ai assez travaillé. Et c'est aussi bien entendu un playboy arrogant. Oulala Tony, je te le dis, t'as de la concu. Pour tout vous dire, ce Hughes a aussi battu des records avec son entreprise Hughes Aircraft, dans laquelle ont été créés de sacrés avions, dont le Hughes H-1 Racer, qui a battu un record de vitesse en 1937, ou le H-4 Hercules, aussi appelé le Spruce Goose, considéré comme le plus grand hydravion jamais construit. Enfin jusqu'en 2019, mais ce n'est qu'un détail. Bref, même le père de Tony a reçu son prénom en hommage de cette icône, son nom complet dans les comics, Howard Stark. Cela dit, Howard Hughes a été plus utilisé pour définir la personnalité d'Anthony Stark, et pour ce qui est du côté physique, la base de la base vient de l'acteur Errol Flynn. Il a notamment interprété le héros tireur à l'arc Robin des Bois dans le film The Adventures of Robin, ou Les Aventures de Robin des Bois en français, sorti en 1938 et qui a été encensé par la critique à l'époque. Les dessinateurs et co-créateurs d'Iron Man, Don Heck et Jack Kirby, seront donc servis du style de film pour chara-designer le futur homme de fer, en lui piquant notamment sa moustache, sa coupe de cheveux et son sourire ravageur. Et quant à Robert Downey Jr., pour interpréter au mieux Tony Stark, il avouera avoir pris comme exemple un homme d'affaires contemporain bien connu du monde entier, le boss de SpaceX, Tesla ou encore de X, le nouveau Twitter. Vous avez compris de qui je parle, monsieur Elon Musk. Pour Downey Jr., Elon Musk et le véritable Tony Stark auraient été totalement capables de se faire des treks en pleine jungle et savourer des boissons préparées par des chamans pour passer du temps ensemble. Hobby un peu barré, mais rien d'étonnant en connaissant la personnalité respective de ces deux icônes. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, Elon fera même une apparition dans Iron Man 2 et échangera avec Tony Stark pour parler de banalité du style les différents projets d'Elon Musk, dont celui de créer un tout simple jet électrique. Ridicule que Musk ait proposé ça dans le film quand on voit ce que peut faire Iron Man. Comme vous avez pu le voir, de nombreuses personnes historiques ont été d'énormes inspirations pour les super-héros de Marvel qu'on suit encore aujourd'hui. J'avoue, j'ai parlé de Nick Fury et de Jonah Jameson, qui ne sont pas vraiment a priori
des super-héros, mais comme vous vous en doutez, ils ont été d'une grande aide pour chacun de nos héros, et aujourd'hui d'ailleurs pour Jameson, eh bien c'est l'un des plus fidèles compagnons de Spider-Man. Après, il est vrai aussi qu'il y a énormément d'inspirations qui n'ont jamais été officiellement confirmées. Je pense notamment à Tony Stark qui, au cours de sa longue existence dans les comics, a eu pas mal de ressemblances avec des acteurs bien connus comme Tom Selleck, Timothy Dalton ou encore Tom Cruise. D'autres grands personnages de chez Marvel ont eux aussi des liens avec des personnes bien connues. Je pense notamment à Magneto, le Caïd ou encore Thanos. Mais ça, bien entendu, ce sera pour une autre vidéo en fonction de la manière dont vous aurez apprécié cette vidéo, bien entendu. Et effectivement, n'oublions pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un like, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. Si vous êtes intéressé par rapport aux différents comics, films ou autres œuvres dont j'ai parlé dans cette vidéo, j'ai mis la totalité des liens dans la description si vous voulez les obtenir. C'était Ludo du Ludoverse. Je vous dis à la prochaine dans d'autres univers. Salut!